Ça va, vous m'entendez? Oui. Bonjour à tous. Alors, on ne m'est pas prévenu que j'interviendrais comme ça, dans l'émotion, après un discours, un très joli discours de Madame la ministre. J'en suis vraiment très, très honoré. Donc, je suis très honoré. Je vous remercie beaucoup de m'avoir invité à ces journées. Parler d'un sujet fétiche qui est la famille. En effet, depuis plus de 30 ans maintenant, je travaille avec des familles. Ce qui veut bien dire que je ne travaille pas avec des adolescents, je ne travaille pas avec des parents. Bien sûr, je travaille avec des parents et avec des adolescents, mais quand je parle de famille, je ne parle ni de parents ni d'adolescents, je parle d'un autre. Je parle d'un groupe de personnes. Un groupe de personnes qui comprend des parents, des grands-parents, des frères, des sœurs, des oncles, des tantes, des cousins, et un groupe de personnes, des familles, que je crois que nous avons de plus en plus de mal à définir aujourd'hui. D'ailleurs, quand je pose cette question à mes étudiants en thérapie familiale ou à l'université, mais au fond, qu'est-ce que c'est qu'une famille? Eh bien, je vois la stupeur se dessiner dans leur regard, parce qu'au fond, ce vocable qui paraît très clair et très familier justement à tout le monde, eh bien, on voit aujourd'hui à quel point il a perdu de sa naturalité, on pourrait dire. Qui est ma famille? Qui fait partie de ma famille? Eh bien, de plus en plus d'enfants, de plus en plus d'adolescents s'interrogent là-dessus. Est-ce que cet homme, qui est le compagnon de ma mère, qui n'est pas marié avec elle, qui m'a élevé de l'âge de 2 ans à l'âge de 8 ans, et puis qui un jour a quitté notre vie, est-ce que cet homme fait partie de ma famille? Est-ce que ce garçon, ce frère, qui vit avec moi depuis des années, avec qui je n'ai aucun lien de consanguinité, puisque c'est l'enfant de la compagne de mon père, mais nous sommes ensemble et nous nous appelons frères, est-ce qu'il fait partie de ma famille? Est-ce que j'ai une famille ou plusieurs familles? Est-ce que les grands-parents de ce faux frère, chez qui je passe tous les étés en vacances, qui ne sont absolument pas mes grands-parents, mais qui m'ont adopté comme petit enfant, eh bien, jusqu'à quel point ils sont ma famille, jusqu'à quel point ils font partie de ma famille? Vous voyez que ces mutations familiales, eh bien, exposent à cette interrogation sur la nature même de la famille aujourd'hui. Et on peut continuer ces interrogations, bien évidemment, parce qu'il y a les protagonistes réels, les protagonistes de ce groupe qui entourent l'enfant, et puis il y en a d'autres qui sont comme des fantômes. Est-ce que ce monsieur qui a donné ses spermatozoïdes sur un coin de paillasse un jour et qui a été anonymisé par les lois de la République, est-ce que cet homme, dont j'ai quand même une partie du patrimoine génétique et qu'à un moment de mon adolescent, j'aimerais bien interpeller, pas du tout pour me trouver un père, mais pour savoir un peu, pour pouvoir rapporter un élément du puzzle de mon existence. Est-ce que cet homme-là, il fait partie de ma famille ou pas? Est-ce que ces parents qui ont dû, cette maman, peut-être ce papa, qui ont dû m'abandonner ou disons me confier à une autre famille lorsque j'étais tout bébé dans un pays lointain, des parents d'une autre couleur de peau que celle de mes parents qui m'ont élevé, peut-être qu'un jour je les rencontrerai, peut-être que je ne les rencontrerai jamais, est-ce que ces parents-là font partie de ma famille? Donc, vous voyez que cette définition, cette inclusion entre les inclus et les exclus, eh bien, elle devient de plus en plus complexe aujourd'hui. Plus complexe, en tout cas, que la famille de la grand-mère de Daniel Marcelli, telle qu'il nous en parlait tout à l'heure, où il suffisait, quand on croisait quelqu'un dans la rue, eh bien, de dire c'est le fils d'un tel, c'est la sœur de machin, ah oui, c'est la mère de... Et oui, parce que cette famille-là, eh bien, cette famille-là était justement une famille fondée sur la filiation, une filiation indéfectible, et sur un mariage indéfectible aussi entre un couple de parents. Autrement dit, la famille, elle était calquée sur l'engendrement, elle était calquée sur la procréation, et qu'il n'y avait pas d'autre forme possible de famille. Donc nommer sa parenté, nommer ses parents, définir sa filiation, se définir à partir de cette filiation, eh bien, était une évidence pour tout le monde. Qu'est-ce qu'une famille? Eh bien, je vous dirais que même les juristes ont un petit peu de mal avec cette notion. Le mot famille, il n'apparaît pas dans les textes, dans aucun texte. Si vous regardez le Code civil, eh bien, vous ne trouverez pas le mot famille. Vous trouverez le mot filiation, bien évidemment. Vous trouverez ce qui définit la filiation et ce qui définit l'alliance, le mariage, le pax, par exemple. Mais vous ne trouverez pas le mot famille, on le trouve simplement dans un texte de la Convention européenne des droits de l'homme qui dit
que la famille est une entité naturelle. Voilà, bien avancé avec cette entité naturelle. Alors, s'il y a des personnes qui se sont mis à vouloir définir la famille, à avoir une idée de la famille, eh bien c'est très exactement ce que nous avons vu il y a 2 ans maintenant, lorsqu'il y a eu les débats sur le mariage entre personnes du même sexe. Vous vous souvenez qu'à ce moment-là, une grande partie de la France est descendue dans la rue pour défendre la famille. Et ces personnes qui étaient dans la rue avaient une idée très précise de ce que c'était que la famille. Ils agitaient des banderoles roses et bleues, sur lesquelles il était écrit « Touche pas à ma famille ». Et derrière ce slogan, c'était un père, une mère, pas un de plus, pas un de moins. C'est intéressant de regarder ces banderoles parce qu'elles en disent long sur cette représentation traditionnelle de la famille par rapport à laquelle nous avons une grande nostalgie, et la preuve en est, je le dis sans ironie, à quel point finalement cette défense de la famille a suscité des débats extrêmement houleux jusque sur les bancs de l'Assemblée nationale. Eh bien, vous regardez ces banderoles et vous voyez du rose et du bleu. Vous voyez un papa bleu, il est grand, il mène sa famille vers la manifestation. Il tient à la main un petit garçon bleu, et le petit garçon bleu d'un pas décidé, il pointe le doigt en avant, et il est dans cette vigueur d'imprimer un mouvement à sa famille pour aller à cette manif. Aux côtés du père, vous voyez une maman rose. La maman rose, elle porte une jupe. Elle a l'air un peu apeurée. C'est fou tout ce qu'on peut dessiner dans un logo. Elle est un petit peu apeurée. Elle est un peu en retrait par rapport à cet homme qui la protège du haut de sa stature. Et derrière cette maman, eh bien, il y a une petite fille avec des couettes. Cette petite fille, elle porte une jupe. Et cette jupe est tellement étroite qu'on se demande même comment elle arrive à marcher pour aller jusqu'à la... Et cette petite fille est rose également, et elle est en arrière du coup. D'autres slogans disent « Touche pas à ma complémentarité ». Voilà, je pense qu'on ne peut pas mieux résumer ce qu'est cette représentation traditionnelle de la famille. C'est une famille fondée sur le mariage indéfectible, un père, une mère, pas un de plus, pas un de moins. Mariage hétérosexuel, bien évidemment, où sont issus les enfants par engendrement, mais surtout un mariage, une union qui établit la complémentarité entre les sexes, qui établit la complémentarité de genre, qui établit cette asymétrie très visible dans les familles entre ce qu'on appelait à l'époque la puissance paternelle et le reste de la famille, ce qui établit la complémentarité des rôles de genre entre les garçons et les filles dans la société, tel que c'est représenté là. Ce qui établit la complémentarité des compétences paternelles et maternelles au sein de la famille. Famille, donc, calquée sur la reproduction, la généalogie, la transmission. C'est cette famille que j'appelle la famille oedipienne. C'est la famille tragique d'Oedipe. C'est celle qui transmet, toujours sur le même mode, à travers les générations, une histoire, des valeurs, une culture, mais aussi, comme nous savons, des traumatismes, des secrets, des non-dits, des symptômes. Cette famille, et ça n'est certainement pas par hasard si Freud a génialement repris la tragédie oedipienne pour la définir, eh bien, cette famille, c'est la famille de la verticalité. C'est la famille qui s'inscrit du passé vers le futur à travers la succession des générations. C'est la famille de l'arbre généalogique, avec ses branches. Cette famille de la transmission, elle est verticale, elle est transcendante. Dans cette famille, le père est le représentant du roi, qui est le représentant du duc. L'autorité paternelle, la puissance paternelle est conférée par cette transcendance divine qui, de Dieu au roi, au père de famille, confère au père dans la famille et aux hommes dans le royaume une place de supériorité, de hiérarchie par rapport aux mères et par rapport aux femmes. Ce schéma est très largement naturalisé dans la psychologie
par la Vulgate oedipienne. Je dis bien qu'il s'agit de Vulgate oedipienne, mais si on la reprend dans sa simplicité, que nous dit-elle? Elle nous dit que le Père, le phallus avec un grand P, le Père avec un P majuscule, est là de toute sa puissance, encore un P majuscule séparatrice, pour séparer la mère de l'enfant. La mère qui est dans le monde de l'imaginaire, dans le monde de la transmission émotionnelle, dans le monde de la gardienne du foyer, qui est toujours forcément trop fusionnelle et trop collée avec l'enfant. Et donc le Père, avec son grand phallus lève séparateur, vient séparer cette union délétère pour amener son fils et ses enfants, mais surtout son fils, dans le monde du symbole, de la transmission et de la culture. J'ai l'air de plaisanter, mais je ne plaisante pas, parce que c'est exactement ça qui est représenté sur le pavillon de la Magnifique. C'est exactement ce logo et tout ce qu'il implique en termes de positionnement et donc de compétences des pères et des mères à l'intérieur de la famille. Alors, tout ça, bien évidemment, vole en éclats. Tout ça se démantèle, tout ça se décompose, tout ça se recompose. Et tout ça se recompose sous le poids d'une poussée, me semble-t-il, dont on ne parle pas suffisamment quand on parle de cette transformation de la famille, et qui est celle de l'égalité des sexes. Qui est celle du fait que cette asymétrie de la puissance paternelle, eh bien, il y a dans ce mouvement de liberté, égalité, citoyenneté qui est le nôtre et qui fait que nous avons coupé la tête au roi de France. Balzac dira quelques années plus tard, quand on a coupé la tête au roi de France, on a coupé la tête à tous les pères du royaume. Il n'avait pas tort. Eh bien, dans ce mouvement-là, dans ce mouvement d'égalité des citoyennes et des citoyens, il faudra attendre tout de même, Code Napoléon 1804, puissance paternelle, autorité parentale conjointe, 1970, quand même, c'est pas si vieux, pour que le père et la mère exercent l'autorité conjointement à l'intérieur de la famille. Autrement dit, si l'on traduit ça sur le plan psychologique, que la psychologie paternelle et la psychologie maternelle, que les compétences paternelles et les compétences maternelles ne sont pas si éloignées de ça l'une de l'autre. Qu'il ne s'agit plus tellement de Mars et Vénus, qu'il s'agit de l'exercice d'une parentalité au-delà ou en deçà de la différence des sexes. Ça, c'est le premier point. Que la complémentarité ne cède pas à la coparentalité. Le deuxième point, c'est que ce qui fondait la famille, qui était le mariage, et le mariage indéfectible, eh bien, vole aussi en éclat comme étant le support de la famille. La famille n'est plus fondée sur le mariage. C'est le démariage, pour reprendre le terme de mon ami Irène, qui commence à caractériser de plus en plus la famille. Quand on parle de démariage, il ne s'agit pas seulement du fait que les gens se séparent, que les gens divorcent et recomposent des familles de plus en plus, mais que le statut du couple marié n'est plus fondateur de la famille en tant que tel. Autrement dit, ce que définissait le mariage, c'était encore une fois les inclus et les exclus. Les enfants bâtards et les enfants légitimes. Les gens mariés qui avaient un droit d'être dans la société de par leur appartenance institutionnelle à la famille, de par les liens institués de la famille, eh bien ça leur donnait un statut de personne. Daniel Marcelli, puis David Le Breton l'ont très bien rappelé tout à l'heure, dans ce passage à la société des individus, ces individus se définissent de moins en moins par leurs appartenances, et surtout par leurs appartenances instituées. Ils choisissent leurs appartenances. Or, les individus étaient définis par le mariage. Une femme non mariée n'avait absolument aucun statut dans la société, de même qu'un homme non marié, sauf s'il était prêtre. Des enfants, encore une fois, qui ne naissaient pas dans le cadre du mariage, ils étaient dans les limbes de la société, comme des espèces de fantômes. Donc, ça n'est plus mariage. Si ça n'est plus mariage, qu'est-ce qui définit la famille? Eh bien, ce qui définit la famille, c'est l'enfant qui a une famille. C'est-à-dire que la famille s'organise de plus en plus autour des enfants. Coparentalité, ce que je nomme coparentalité, c'est à la fois ce lien qui n'est plus tout à fait un lien complémentaire entre le père et la mère, mais qui devient également un lien de partage des compétences entre plusieurs parents. Coparentalité, ça veut dire que
pour éviter, et vous le savez parfaitement, qu'un enfant ou un adolescent soit pris dans des conflits de loyauté par rapport à pouvoir définir qui est sa famille, qui est ma famille, se poser ces questions que je posais tout à l'heure en introduction, eh bien, ces adultes, tous ces adultes, ont plutôt intérêt à créer des liens de coopération, de complicité, pour que cet enfant puisse s'épanouir et ne pas épuiser toute sa vie psychique à régler les conflits, pas seulement entre un père et une mère, mais entre un père et un beau-père, une mère et une belle-mère, etc., ou des conflits imaginaires entre des parents adoptants et des parents biologiques, et plus récemment, et je vous le dis, si j'avais le temps, je vous raconterais quelques situations cliniques, mais aussi des conflits imaginaires et des conflits psychiques entre des donneurs de gamètes, une donneuse d'ovocytes, un donneur de spermatozoïdes, un père réel. Tout ça, ces personnages, incarnés ou désincarnés, eh bien, ils entrent maintenant comme une constellation dans l'univers de l'enfant, et l'enfant a de plus en plus à se positionner et à se définir, non plus par rapport à un couple de parents complémentaires, mais par rapport à un réseau coparental par rapport auquel il va avoir à se définir. Donc ce dont je vous parle là, ça n'est plus cette famille verticale de la transcendance, de la filiation, c'est cette famille horizontale. C'est ce groupe, c'est une famille immanente, c'est ce groupe de personnes, ce groupe d'individus dans lequel vit l'enfant, et il s'agit parfois de plusieurs groupes, et comment est-ce qu'il va émerger, comment est-ce qu'il va exister à travers ce groupe. C'est cette famille-là qui m'importe, et que, non pas que je ne me soucie pas des histoires de famille et des transmissions verticales, mais ceux que je convoque dans mon bureau, dans mon cabinet à l'hôpital, eh bien, ce sont des groupes. Ce sont des groupes horizontaux. Ce sont des groupes avec un certain nombre d'individus qui, nous semble-t-il, ont une importance par rapport à l'état de cet enfant aujourd'hui. Et que ce que je vois évoluer depuis 30 ans, eh bien, c'est à quel point ces groupes ne ressemblent plus forcément à ce groupe calqué sur la réalité de l'engendrement. Et de quelle façon nous allons penser ce groupe, de quelle façon nous allons penser l'émergence de l'identité de l'enfant, du psychisme de l'enfant sur ce psychisme groupal. J'insiste là-dessus parce que nous avons, et je le vois bien autour de moi, même dans le service à l'hôpital où je travaille depuis très longtemps, lorsque nous nous intéressons à l'histoire d'un enfant, eh bien, nous avons tendance à faire venir ses parents. Et faire venir ses parents, c'est bien souvent ses parents biologiques, même séparés, sans tenir compte des autres collatéraux, sans souvent tenir compte des fratries. Quand on fait venir les parents, on cherche quoi? On cherche à reconstituer une histoire. C'est-à-dire qu'on cherche à reconstituer la verticalité, les processus de transmission, l'histoire de la famille, les différents traumatismes, etc. Je ne vous dis pas que tout ça n'est pas important. Tout ça a un sens énorme. Mais on aurait tort aujourd'hui de privilégier ces questions de filiation par rapport à ces questions d'affiliation. Parce que la famille est devenue de plus en plus une entité affiliative. Et ça, Lévonici le disait déjà il y a 40 ans. Il disait, nous sommes tous au croisement des filiations et des affiliations. Alors, parfois on souffre de trop de filiation, c'est le type, c'est-à-dire on souffre d'un destin si funeste qui nous est, comme ça, transmis depuis la nuit des temps et dont on cherche bien à se dégager. C'est à partir de ça que la psychanalyse a été inventée, comment s'émanciper de ces transmissions ancestrales. Et parfois on souffre de trop d'affiliation, c'est-à-dire c'est le groupe qui n'arrive plus à être porteur et qui n'arrive plus à faire émerger des capacités vitales de cet enfant ou de cet adolescent. Si la famille de la verticalité, c'est la famille oedipienne, eh bien, je risquerais ce mot de dire que la famille de l'horizontalité, c'est la famille de Koh-Lanta ou de l'île de la tentation. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que Koh-Lanta? Je sais d'ailleurs, je n'ai jamais regardé Koh-Lanta l'île de la tentation, alors j'imagine très bien de quoi il s'agit. C'est-à-dire, c'est même pas le télé, alors. Non, l'image qui me vient par rapport à ça, c'est
Un groupe, c'est un groupe de naufragés. Vous savez, vous avez un groupe de naufragés qui se retrouvent sur une île déserte. Ils sont 10 ou 12. Qu'est-ce qui se passe par rapport à ce groupe à ce moment-là? Eh bien, ce groupe, il doit s'auto-organiser. Il doit survivre. Comment est-ce qu'un groupe survit? Soit vous en avez un qui est plus fort que les autres et qui a caché le Kalachnikov dans son film et qui dit c'est moi le chef, et vous dire tout ce que vous allez faire, c'est le patriarche familial. C'est un groupe qui retrouve à ce moment-là sa verticalité, on peut dire, sa transcendance. Et sinon, ce qui est plus probable, c'est que le groupe va s'auto-organiser, c'est-à-dire qu'il va y avoir émergence de compétences, émergence de rôles à l'intérieur du groupe, dans une complémentarité de relations, dans une complémentarité de personnalité, dans une complémentarité de compétences. Pas besoin de 10 personnes pour faire le feu, 10 personnes pour aller chasser, 10 personnes pour garder le camp, et 10 personnes pour le construire. Il faut que chacun puisse développer son savoir-faire et ses compétences en fonction des savoir-faire et des compétences des autres. C'est vrai pour les compétences matérielles, c'est vrai aussi pour les compétences psychiques. Il y a celui qui va être celui qui fait toujours monter la tension, celui qui fait toujours que les gens vont être en état de stress, celui ou celle qui au contraire va apaiser, va dire des mots gentils, des mots qui permettent aux gens de se réconcilier. Il y a celui qui va raconter l'histoire du groupe. Il y a celui qui va être l'ambassadeur extérieur, qui va explorer l'île, etc. Et puis il peut y avoir, vous savez, dans les groupes, des boucs émissaires. Très pratique, un bouc émissaire. Ça permet de cristalliser les tensions dans le groupe autour d'une personne, et ça permet au groupe de se sentir encore plus fort dans ses liens, en cristallisant toute la violence et toute la haine sur un individu du groupe. Vous savez comme moi que des adolescents, des enfants, dans des familles, sont dans cette place de bouc émissaire. L'émergence de cette place de bouc émissaire, elle tient autant aux processus verticaux qu'aux processus horizontaux à l'intérieur du groupe. Donc, recevoir une famille, c'est prendre en compte ces processus-là. Alors, je vais vous raconter une histoire, assez brièvement, pour ne pas trop prendre sur le temps, parce que c'est l'histoire d'une famille, je l'ai déjà raconté, peut-être certains d'entre vous la connaissent, je vais la raconter brièvement parce qu'il y a toujours des nouveaux rebondissements dans les histoires de famille. C'est une famille que j'ai reçue il y a pas loin de 20 ans maintenant, ça doit faire 18 ans, donc c'est une vieille histoire. Et c'est une famille que j'ai reçue avant même que le néologisme homoparentalité existe. Personne ne savait même que ça pouvait exister. Je suis rentré dans la salle de thérapie et j'ai vu deux dames assises sur des chaises. Une avait une petite fille, de toute évidence d'origine asiatique, sur les genoux, et devant le groupe se tenait un petit garçon, un jeune adolescent de 13 ans, qui avait l'air d'être dans une position très affirmée par rapport à ce groupe. Et donc je vois ces deux dames, je vois cet ado, je vois cette petite fille, et je me souviens très bien d'avoir eu cette pensée, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et puis, j'ai commencé à travailler avec eux, et j'ai commencé à travailler avec eux sous les auspices de ce petit garçon, de ce jeune garçon, qui m'a dit, bon alors écoute, voilà, je vais t'expliquer. Alors elle, c'est Marie, c'est ma maman, elle m'a eu par insémination artificielle en Belgique avec donneur anonyme, tout ça a été tiré entre les phrases, et mon autre maman, c'est Sylvie. Alors elle, c'est la maman de Lola, et elle l'a adoptée au Vietnam. Lola, c'est ma petite sœur, et maintenant on est une famille. Et je me suis dit, ils ont sacrément l'air d'être une famille. Et quand ils ont commencé à parler ensemble de ce qui les animait, eh bien c'était la famille. Et pourtant, bien évidemment, par rapport à la manif pour tous, vous voyez qu'on est aux antipodes de la défense de cette famille-là. C'est une famille quasiment sans lien de consanguinité, presque pas de lien génétique, pas de complémentarité sexuelle entre les parents, et pourtant, de toute évidence, c'est un groupe familial qui est là en face de moi. Donc pour vous la faire brève, j'apprends que le petit Louis, qui a 13 ans, qui avait toujours été un enfant irréprochable, et bien il commence à être très insolent, très bagarreur à l'école, qui joue du poing, qui est insolent
avec ses profs, qu'il est très difficile de tenir, tandis qu'à la maison, les mamans disent que le contraire, c'est un petit garçon absolument parfait, c'est un grand frère extraordinaire qui s'occupe très bien de sa petite sœur. Donc ça se joue à l'extérieur, ça se joue dans le monde extérieur. On est il y a 18 ans, ça a un petit peu changé maintenant, pas trop, mais on est il y a 18 ans, ça veut dire qu'il est dans une école où il y a les parents qu'on montre les parents pour, les profs qu'on montre les profs pour, qu'on les regarde comme des bêtes curieuses, les mamans quand on vient chercher les enfants à l'école, il y a la directrice de l'école qui dit comment voulez-vous qu'un petit garçon soit élevé normalement dans cette pédodière, etc., etc. Vous voyez que ce qui se joue dans la fabrique de cette famille, c'est pas seulement les processus à l'intérieur de la famille, c'est aussi entre, bien évidemment, la famille et la société. Alors je vous passe les détails, tout ce que j'apprends en figurant cette famille, que la maman de Louis-Marie, elle est fille unique, elle s'est fâchée avec ses parents qui n'ont pas supporté son homosexualité, encore moins le fait qu'elle devienne mère de cette façon-là. Par contre, l'autre maman, Sylvie, elle a plein de frères et sœurs, des parents qui sont des grands-parents qui ont immédiatement adopté Louis avec beaucoup de chaleur, et évidemment leur petite fille, des réunions de famille très très importantes, donc je vais venir des grands-parents, je vais venir d'autres collatéraux, bref, on fabrique de la famille autour de lui, parce que pour moi c'est ça, c'est-à-dire c'est sentir qu'un adolescent est en train de déraper, c'est le remettre. C'est-à-dire les adolescents qui dérapent, pour moi, c'est des adolescents qui se désaffilient trop brutalement de leurs affiliations familiales, qui n'arrivent pas à être dans un processus de séparation et qui sont dans un processus de rupture. Donc, mon travail, c'est les réaffilier dans leur famille pour qu'ils puissent s'en séparer. Pas du tout pour qu'ils restent dans leur cocon familial, bien évidemment, on l'aurait compris, mais pour qu'ils puissent simplement aborder sereinement un processus de séparation qui ne soit pas une rupture. Donc, on fait venir tous ces collatéraux, et puis, à la 4e séance, eh bien, la petite Lola est toute excitée, elle veut absolument raconter une histoire qui est un événement dans la famille, parce que c'est extrêmement timide. Je suis obligé de tirer les verres du nez comme ça à chaque fois, et de toute façon, chaque fois que je pose une question, il y a Louis qui répond à sa place, donc c'est un petit peu compliqué. Donc elle raconte une histoire qui se passe dans la cour de récréation. Et dans la cour de récréation, elle est interpellée par une camarade qui lui dit, bon, bah écoute, toi, on voit bien que tu es adopté, ça c'est clair, mais ton frère Louis, on ne voit jamais son père. Alors c'est qui son père? Et là, elle est totalement tétanisée, parce qu'elle ne sait absolument pas quoi répondre à cette question. Et à ce moment-là, elle avait sa copine, sa grande copine, qui était assise à côté d'elle, et qui dit à la petite fille qui interroge, elle lui dit, dis donc patate, t'as jamais entendu parler d'insémination artificielle avec donneur anonyme, hein? Cette petite fille était elle-même née par insémination artificielle avec donneur anonyme, dans une famille hétérosexuelle, avec un père stérile, et elle connaissait très très bien l'histoire de sa conception. Ses parents l'avaient racontée avec beaucoup de chaleur autour de ce genre de ce monsieur très gentil, etc. Elle sort au monde et elle trouvait cette histoire formidable. Donc, elle dit ça, et du coup, la petite Lola, toute excitée, elle raconte cette histoire parce qu'elle se rend compte qu'au fond, cette famille si bizarre, si étrange dans laquelle elle est, ben, c'est pas si étrange qu'il y a d'autres familles qui partagent ce même type de processus. Et alors à ce moment-là, il se passe ce qui se passe parfois, ce que j'espère toujours qu'il se passe dans les séances de thérapie familiale. Vous savez, quand il n'y a pas eu de séance où tout le monde a ri ensemble à un moment, où tout le monde a pleuré ensemble à un moment, je me dis qu'il y a quelque chose qui a été un peu raté dans la séance, parce que ce qui importe pour moi, c'est que le groupe se fabrique à travers justement la possibilité de fantasmer ensemble, d'éprouver ensemble, de penser ensemble. Ce qui ne veut pas dire qu'il doit faire ça tout le temps, parce qu'à ce moment-là, ça sera un moment, mais qu'il y a des moments où il faut le faire, et c'est ça qui fabrique la famille. C'est quand on éprouve à un moment les choses tous ensemble, et ça nous fait nous dire, bah, ça, je suis dans ma famille. Ça, c'est ma famille, parce qu'on éprouve des choses ensemble. Et donc là, ce que dit la petite Lola, eh ben, ça ouvre tout à coup une espèce de folie à l'intérieur de la famille. C'est-à-dire que Louis se met à hurler de rire et il raconte que, en fait, il a toujours été convaincu qu'il était le fils du roi de Belgique. Et qu'il avait donné ses spermatozoïdes, mais qu'un jour il se promenait à Bruxelles avec sa famille et qu'il a vu le vendeur de glace de la place de Bruxelles et il trouvait qu'il lui ressemblait tellement, il s'est dit c'est sûrement lui mon père. À ce moment-là, sa maman, Marie, se met elle aussi
à raconter ses fantasmes qu'elle peut avoir sur ce donneur anonyme, et puisqu'il est anonyme, bien évidemment, ils ne le connaîtront jamais. À ce moment-là, c'est Sylvie qui raconte une histoire que tout le monde connaît, mais là, on la raconte avec ce partage émotionnel dont on parle. Elle était assistante sociale dans une association humanitaire au Vietnam, elle travaillait dans un orphelinat, et elle a vu arriver une jeune maman qui avait sans doute 15 ou 16 ans, avec un bébé dans les bras, et que quand elle a vu ce bébé, elle a compris que c'était son enfant, que cet enfant allait devenir son enfant immédiatement, et elle l'a immédiatement adopté, et elle a fait des pieds et des mains par la suite, ce qui n'a pas été facile, parce qu'après on ne choisit pas ses enfants, mais pour pouvoir adopter cette petite fille. Tout le monde pleure, tout le monde rit, la petite fille dessine un grand arbre, je ne vais pas dire arbre généalogique, parce que ça ne ressemble pas vraiment à un arbre, mais une espèce de constellation où sont portés tout ce qu'elle considère comme des membres de sa famille, ceux qui existent à l'heure actuelle, les grands-parents, les oncles, les tantes, évidemment sa famille entière, et aussi ses parents abandonnants, et puis ce roi de Belgique ou ce Paris de Glace, comme vous voulez. Et bien, c'était la conclusion. Eh bien, je dirais que cette famille, et c'était il y a 18 ans, m'a appris ce que c'était qu'une famille. Et que je reprendrai là, finalement, ce que nous enseigne depuis longtemps Michel Foucault, que c'est plutôt les normes, c'est plutôt les marges qui renseignent sur la norme, plutôt que les normes qui devraient éclairer les marges en les écrasant de leur normalité. C'est que une famille, ça se fabrique. Et qu'une famille, ça se fabrique au quotidien. Une famille, qu'est-ce que c'est qu'une famille? Eh bien, c'est un groupe de personnes qui peut se raconter inlassablement une histoire de ses origines. Et c'est sans doute ce qui différencie de l'histoire des naufragés sur l'île déserte. Et que les origines, c'est pas comme le type, c'est-à-dire c'est pas quelque chose qui est fixé derrière soi et qui imprime un destin, mais les origines, c'est quelque chose qu'on se raconte dans une jubilation familiale, dans un plaisir partagé, et que c'est ça qui tisse le lien familial, et c'est ce lien-là, de ce lien groupal, dont sont issus les enfants, et tous les enfants, et je vous remercie. Excusez-moi de vous avoir rappelé le temps, mais je tenais à ce que nous ayons quelques minutes d'échange après cette matinée riche qui a parfaitement illustré le projet d'ensemble de ces journées, puisqu'on a parlé de l'intime, de l'extime, de la famille, du socius et même de l'école. Je demande à Daniel Marcelli et à David Le Breton de nous rejoindre. Qui souhaite intervenir, commenter, aussi bien dans cet amphi que dans le petit amphi qui est relié, et dont on me dit qu'on peut avoir le son. Peut-être pour lancer les choses, sur l'exposé de Serge Thèse, je me suis dit que quand même, quand des gens venaient déjà dans son cabinet, ils avaient fait une partie du travail. Parce que cette capacité de réorganisation du groupe familial, je crois bien sûr, elle implique quand même que les adultes aient un petit peu, comment dire, travaillé sur leur conflit. Qu'il y a aussi des parents qui, séparés, en garde alternée, qui conçoivent l'espace-temps qu'ils ont avec l'enfant comme un espace clos d'où l'autre est exclu. Et on sait bien que c'est la discorde parentale qui est quand même le facteur désorganisant le plus grave pour les enfants. J'en dis pas plus, il y a une question là, oui, allez-y. Oui, bonjour, Bernard Cordier, je suis médiateur. Donc c'est pas une question, c'est un commentaire, je viens d'apprécier votre intervention sur la façon d'accueillir toutes les familles et qu'une famille, ça sera oui. Mais une remarque sur, j'aimerais aussi qu'on puisse se déresponsabiliser en tant qu'adulte, en tant que parent, en mettant tout sur la capacité des enfants à finalement accueillir n'importe quelle constellation, n'importe quelle configuration.
prendrai un exemple simple. En tant que pédiatre, je suis souvent soumis à des questions sur l'alimentation des enfants, et je vois de plus en plus de parents qui, avec des enfants de 18 mois, leur disent « Mon petit bonhomme, est-ce que tu veux un yaourt au chocolat? Est-ce que tu veux ceci ou cela ?» Et on met en difficulté l'enfant à un âge où il voudrait tout avoir, et finalement on le met mal à l'aise. Et je me dis, il ne faudrait quand même pas se déresponsabiliser comme adulte, comme parent, en disant finalement l'enfant va s'adapter à tout. Je ne m'entends plus avec mon conjoint, ma conjointe, on va refaire, ça va lui faire gagner d'autres parents, d'autres grands-parents. Et il y a cet aspect, à mon avis, de prévention, moi je parle en tant que pédiatre, avec des jeunes parents, leur disant il y a une responsabilité. Certes, il y a des moments où il vaut mieux se séparer que rester ensemble, mais on va peut-être aussi compliquer la vie d'un certain nombre d'enfants. Voilà. C'est juste un commentaire. Oui. Je crie alors. Et donc, il y a quelques années, j'avais entendu une juriste du Conseil de l'Europe, de la Cour des droits de l'homme, qui disait que une famille, ça pourrait être un ou plusieurs adultes qui s'occupent de un ou plusieurs enfants. Est-ce que vous pensez que ça pourrait être au départ d'une définition? Est-ce que vous posez la question, est-ce qu'on aurait des définitions? Très rapidement, c'est vrai en partie, mais c'est pas suffisant. C'est pas assez, un adulte qui s'occupe d'un enfant, c'est aussi une famille d'accueil, c'est aussi tout un tas d'autres situations où un adulte s'occupe d'un enfant, aime un enfant et aime un enfant assez élevé. Donc, je dirais que c'est un adulte, un enfant, un adulte, des adultes et des enfants et des adultes qui établissent avec cet enfant un lien de filiation. C'est-à-dire que le lien de filiation, il est fondamental. Simplement, le lien de filiation n'est plus forcément calqué aujourd'hui sur l'engendrement et la filiation biologique. C'est le sens. Mais il est clair qu'une famille, c'est un groupe avec une différence de génération, pour reprendre ce que vous disiez tout à l'heure. Et que j'espère ne pas avoir laissé passer l'idée que cette différence de génération, c'est-à-dire le fait qu'une famille, c'est au moins deux générations, était fondamental pour qu'une famille soit une famille. Simplement, ce processus d'autorité dont vous parlez, il ne s'agit pas, et ça, Daniel en parlera, moi, qui a écrit de nombreux ouvrages là-dessus, mais ce processus d'autorité, il se fonde sur la possibilité d'établir une différence générationnelle et une barrière générationnelle. Mais le processus de coparentalité, le fait que les familles se recomposent, etc., fait que pour que le processus d'autorité puisse s'exercer, il faut que la coopération puisse s'exercer dans ce réseau coparental. Je pense que tu es d'accord avec cette définition de Godelier, qui disait qu'une famille, quand on regarde toutes les familles sur la surface du monde, c'est un ensemble d'adultes de générations différentes, vivant sous un même toit et se rendant des services non rémunérés. Ce qui rejoint avec ce que tu viens de nous dire concernant la réciprocité. Est-ce qu'il y a une question du petit amphi qu'on peut entendre ou pas? Dans la salle. Alors, dans la salle. Oui, moi je voulais revenir. Si vous voulez vous présenter. Pascal Beau, psychiatre à la maison des adolescents de Saint-Denis. Je voulais revenir sur les deux premiers exposés parce que je trouve qu'ils ont abordé des choses qui finalement se sont bien complétées. Et je me suis dit que j'aurais bien aimé avoir le point de vue d'historien, parce que dans cette traversée un peu des siècles et des modifications de la création de ce devenir adolescent dans la deuxième partie du 19e, on peut dire qu'il y a eu quand même le 20e, avec ce qu'il en a été des lourds conflits armés, le siècle du meurtrier, et donc de tous ces non encore advenus adolescents qui ont été enrôlés pour la guerre de 14-18, puis la guerre de 39-45, puis la guerre d'Algérie, hein, et que finalement c'est après, je parle de la France, mais on pourrait appliquer ça à d'autres pays, et
c'est après tous ces conflits armés et ce siècle meurtrier qu'il y a eu cet avènement dans une expansion économique majeure. Il n'y avait plus non plus tous ces non encore ados qui étaient mis sur le marché du travail, extrêmement jeunes, dans des conditions très difficiles. Et je ne suis pas sûre. Je parle de la rage adolescente et je voulais avoir votre point de vue quand on dit que c'est un phénomène qui est né depuis en gros 40-50 ans. Est-ce que finalement, cette rage de cette période de la vie, on va dire, de cette période que tout le monde traverse, qui est la jeunesse, n'était pas, comment dire, intégrée sous d'autres modes dans ce XXe siècle meurtrier, y compris dans le milieu du travail, l'expansion industrielle, etc. Vous faites une grande survol comme ça. Moi j'ai envie de dire d'une manière un peu provocatrice, l'adolescence c'est l'âge du désœuvrement. À partir de là, quand les jeunes n'étaient ni au travail, ni à la mine, ni dans les guerres et dans les tranchées, l'adolescence était un phénomène qui était réservé aux classes socialisées, ce que on appelle la jeunesse et classes intelligentes. L'adolescence c'est vraiment l'âge du désœuvrement. Et aujourd'hui, l'adolescence est devenue, je crois, l'âge de la création de soi. C'est l'injonction de se fabriquer soi-même. Et je pense qu'effectivement, autour de cette injonction, il y a toute cette dimension de se fabriquer soi-même, donc d'être reconnu par les autres dans cette fabrique de soi. Et pour moi, la rage, c'est l'expression émotionnelle de ce besoin nouveau. Au fond, tant que les gens étaient assignés à des statuts, d'une certaine manière, ils pouvaient se révolter contre cette assignation, mais ils n'avaient pas la rage. Tandis que maintenant, on leur accorde d'emblée cette liberté de se détacher de ses biens. Le problème, c'est qu'une fois qu'ils l'ont acquise, enfin, une fois qu'on le leur a donné, qu'est-ce qu'ils en font? Et c'est à ce moment-là qu'ils ont cette rage de reconnaissance. Donc on est entré, je crois, dans une nouvelle époque. Donc voilà ce que je dirais. Moi, fondamentalement, l'adolescence, c'est l'âge du désœuvrement. Je pense que Daniel a très bien répondu. C'est qu'effectivement, à partir du moment où les jeunes ont une orientation, des chemins de sens devant eux, où ils incarnent des valeurs, où ils ont en effet des statuts et des rôles, je pense qu'il y a beaucoup moins de problèmes. L'émergence de la sociologie de l'adolescence avec l'école de Chicago traduisait aussi des conflits sociaux majeurs, énormément de migrants qui arrivaient aux États-Unis à l'époque et qui vivaient dans des conditions extrêmement précaires et dont ces jeunes développaient notamment une délinquance juvénile extrêmement forte qui bouleversait la société américaine parce que c'était des jeunes qui étaient livrés à eux-mêmes d'une certaine manière, comme d'ailleurs il y a un très beau film de Sergio Leone, il était une fois en Amérique, qui montre remarquablement, je trouve, mais à partir du moment où un jeune a des orientations, il ne pose évidemment pas trop de problèmes. Non, je m'arrête là. Une dernière question, je pense. Bonjour, une question, une remarque pour M. Marsili. Je reviens à la question de la division qu'opère chaque société sur elle-même. Individuation, séparation, subjectivation. J'ai l'impression que cette lecture, allez, je monte le mot, est un peu caduque. Dans nos sociétés un peu postmodernes, le sujet, ici l'adolescent, il est plus identifié par le travail, par l'appartenance à un groupe social, par la rationalité. Il devient, j'allais dire, un événement, un buzz sur un réseau, une forme d'attraction. Qu'est-ce que vous en pensez de ce débat-là? Vous formulez en d'autres termes ce que j'ai essayé de traduire à travers ce passage de la question du sujet à la question de l'individu. Effectivement, il y a un ouvrage assez intéressant de Cynthia Fleury, derrière, qui s'appelle Les Irremplaçables, et qui dit bien que chaque individu est irremplaçable et qu'il ne faut pas confondre cette dimension d'irremplaçable avec la notion d'indispensable. Personne n'est indispensable. Tout le monde est irremplaçable, enfin chaque personne est irremplaçable. Donc effectivement dans l'individu il y a quelque chose que vous évoquez et qui fait changer fondamentalement le modèle. Moi ce que je crois c'est qu'on est passé d'un modèle organisé autour, on va dire, de l'instance survie, de la peur de mal faire, etc., à un modèle organisé autour de l'instance narcissique, au plan psychique et au plan social. Et c'est ce changement-là auquel vous vous occupez dans toutes les maisons d'adolescence en permanence.
avec ce besoin pour chaque individu d'être dans cette reconnaissance. C'est ça la nouveauté, me semble-t-il. Bien, je crois qu'on va sur ces commentaires. Je vous remercie tous de votre